Nous sommes en France, en 1819, une période plutôt très difficile, période où les routes de campagne sont loin d'être sûres. En effet, des bandes de brigands rôdent pour assassiner les honnêtes travailleurs, piller leurs maisons, brûler leurs fermes et égorger leurs femmes. Alors la terreur règne et tout le monde a peur, tout le monde se barricade dans les chaumières. Les hommes dorment même avec la hache à côté du lit, juste au cas où. Au cas où on vienne à n'importe quelle heure de la nuit enfoncer leurs portes pour tout leur dérober. Ces hommes qui commettent ces atrocités ont un nom. On les appelle les hommes noirs. Tout simplement parce qu'ils ont la gueule pleine de suie. La Fabrique Audio présente La Petite Histoire. www.lafabriqueaudio.com. Salut tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode de La Petite Histoire. Je suis Florent Mounier et c'est moi qui vous ai écrit et qui vais vous narrer ce nouvel épisode de La Petite Histoire produit par La Fabrique Audio. Un épisode, une nouvelle fois, monté et mixé par Sébastien Girard. Avant de commencer, merci de nous suivre. Vous êtes de plus en plus nombreux, ça nous fait plaisir. Vous nous suivez sur les réseaux sociaux, vous nous écoutez également via votre appli de podcast préféré. Et nous, aujourd'hui, on remercie Castbox pour nous avoir mis dans sa sélection éditoriale. Ça fait partie des coups de cœur de Castbox. La Petite Histoire fait donc désormais partie des podcasts préférés du moment pour Castbox. N'hésitez pas à aller nous y retrouver. Direction aujourd'hui, les campagnes profondes de France. Nous sommes en 1819. Ah ouais. Quelle histoire, ça aussi. Les choses vont donc mal à cette période. Et les autorités ne savent plus où donner de la tête. Ben oui, parce que depuis quelque temps, il y a beaucoup de paysans qui sont pillés, qui sont tués. La population vit donc dans la peur. Alors, l'enquête générale est confiée à un certain Vidocq, dont on a déjà entendu parler dans un précédent épisode de ce podcast. Eugène François Vidocq, c'est un aventurier qui a eu plusieurs casquettes dans sa vie puisqu'il a été délinquant, puis bagnard, puis indique pour les flics, ce qui lui a permis de sortir du bagne, puis il est devenu policier et il a fini détective privé. Alors là, nous en sommes au moment de la vie de Vidocq où il est devenu le chef de l'officieuse brigade de sûreté de la préfecture de police de Paris. Vidocq dirige donc une bande de policiers, des policiers plutôt louches, policiers qu'il a lui-même recrutés. Quand cette affaire des hommes noirs lui est proposée, Vidocq accepte tout de suite à une condition, qu'on lui donne carte blanche dans son enquête. Il veut une absolue autonomie. Et c'est validé. C'est donc le début d'une grande enquête qui va commencer. Le soir même, Vidocq part pour Rosières pour y installer son quartier général à l'hôtel du Cygne. Alors pour les premiers jours de cette enquête, Vidocq va décider de prendre une fausse identité. Il va se faire passer pour un marchand ambulant et passer donc de porte en porte histoire de causer avec un maximum de paysans et de leur soutirer peut-être d'éventuelles confidences. Vidocq va passer 2 mois à jouer au colporteur, 2 mois à écumer tout l'arrière-pays, 2 mois pour écouter toutes les rumeurs sortant de la bouche des paysans. Au bout de 2 mois donc, il estime que ça y est. Il détient la vérité. Il sait désormais qui est le chef des hommes noirs, qui pilote. Et c'est un certain Capelier, un aubergiste de Rennecourt. C'est lui, le grand chef. Un chef redouté qui fait régner la peur partout où ses hommes passent. Lui, là, ce Capelier, c'est, pour vous l'écrire, un homme plutôt bourru, brutal. Il est baraqué et c'est un aubergiste. Alors il ne travaille pas seul, non seulement il a ses hommes avec lui pour mener tous les cambriolages, mais il travaille pour le compte également de Madame Guiraud. Madame Guiraud, c'est une vieille dame, elle a 72 ans, et elle est connue comme le loup blanc dans la région. Enfin, vous ne croyez pas si bien dire parce que son surnom dans le pays, c'est la Louve de Rennecourt. Bref, une fois que Vidocq a compris que le chef des hommes noirs, c'était donc ce fameux Capelier, avec cette femme, Madame Guiraud, il décide de ne plus les lâcher d'une semelle. Il part donc à la rencontre de Capelier et tente de se lier d'amitié avec l'aubergiste. Mieux encore, Capelier est papa d'une fille qui est en âge de se marier. Alors Vidocq se met à séduire la demoiselle et lui clame même son amour. Puis, la demande en mariage, tout ça vous l'avez compris pour se rapprocher du père. Capelier décide donc de ne pas donner tout de suite quand même la main de sa fille à un inconnu
Et il décide de mettre cet inconnu à rude épreuve. On va le tester. Vidocq n'en attendait pas moins, vous l'avez imaginé, et il est ravi de cette proposition de Capelier. Capelier qui demande donc à notre faux colporteur, et vrai flic, de commettre 3 vols pour commencer. Bon, commettre des vols, Vidocq, ça, il connaît. Donc c'est pas un problème, c'est sa vie d'avant en fait. Il va donc accepter et il va même impressionner tous ceux qui sont là pour assister à ces effractions. Toute la bande des hommes noirs. Vidocq sait si bien y faire qu'au bout de quelques jours, tous les paysans qui font partie de la bande sont fans de lui. Il a son petit fan club. Tout le monde l'adore, sauf la louve. La louve, elle reste méfiante. Bah oui, c'est vrai, elle se demande qui est cet homme, qu'est-ce qu'il a caché, pourquoi cet inconnu est désormais là, et puis d'où il vient finalement. De plus, comment se fait-il qu'il sache si bien cambrioler ce colporteur ? Bref, la louve veut se débarrasser de ce gars-là. Capelier, lui, ne voit pas du tout les choses de la même manière. Il ne voit pas la supercherie. Et il tente donc de calmer la vieille dame. Les jours passent et les plans machiavéliques continuent donc d'être imaginés par Capelier et sa troupe, les Hommes Noirs. Prochaine victime, le père Dufay. Le père Dufay est un homme d'un certain âge puisqu'il a déjà 86 printemps. Il vit dans une belle maison, une maison qui est située au milieu d'un village. Cette maison, elle est plutôt bien protégée puisqu'elle est entourée d'un mur de 2,5 mètres de hauteur. Cet homme, il a une particularité, c'est qu'il passe le plus clair de son temps à rédiger un testament. Son testament. En effet, il se raconte dans le village que dès qu'il finit un testament, il en recommence un nouveau. Vidocq est donc envoyé pour espionner le vieux, histoire de connaître ses habitudes et pouvoir imaginer un coup à monter. 2 jours plus tard, Vidocq est de retour et il revient avec toutes les infos nécessaires pour faire le joli coup. Et le plan est donc établi entre les brigands. Vous vous doutez bien que c'est le moment idéal pour Vidocq pour faire arrêter ces voleurs. Nous arrivons à la tombée de la nuit. On tape à la porte du père Dufay. Ce dernier va donc ouvrir. Derrière la porte se trouve le maire du village, ainsi qu'un officier de gendarmerie qui fait un signe rapide à 10 gendarmes qui surgissent de nulle part, qui étaient jusqu'alors cachés et qui rentrent dans la maison. Les gendarmes sont donc partis se cacher dans la maison du père Dufay, certains se mettent dans la cheminée, d'autres dans la cuisine, d'autres sont au grenier ou alors dans la chambre du père Dufay carrément. L'officier de police, lui, demande au père Dufay de fermer la porte rapidement et il lui explique ce qui va se passer. « Monsieur, ce soir, on prévoit de venir piller votre maison et de vous assassiner. Mais soyez rassurés, nos gendarmes seront là pour s'emparer des meurtriers. » Tout ça ne va pas vraiment rassurer le père Dufay qui voit ses gendarmes chez lui alors qu'il n'attendait personne. Le gendarme demande au père Dufay de suivre à la lettre les consignes qu'il va lui donner, le plan établi par les gendarmes. Et le plan est le suivant. Monsieur Dufay va devoir partir se coucher. Il va faire semblant de dormir. Et quand les brigands seront là, eh bien, les policiers les arrêteront. Ils sortiront ainsi de leur cachette. Bon, le père Dufay, il n'est clairement pas emballé par le plan et il propose à plusieurs reprises à l'officier de police que son corps soit remplacé tout simplement par 2 grosses bûches qui sont dans la cheminée qu'on mettrait dans le lit, histoire de faire passer les bûches pour le corps de monsieur Dufay. Mais que nenni, l'officier refuse, il ne veut rien entendre. Et à 11h30 du soir, les brigands finissent par arriver, en effet, devant la maison Dufay. Ce soir-là, ils sont 6, les brigands. Il y a Capelier, qui est le chef. Il y a également la vieille Guiraud, dit la louve. Et puis, il y a aussi le faux colporteur, c'est-à-dire Vidocq, ainsi que 3 autres personnes. La maison est plongée dans une obscurité totale. L'équipe de malfrats rentre dans la maison et Capelier se dirige vers la cheminée. Il prend une bûche. Oui, sauf que les gendarmes sont cachés juste à côté. Il y en a même un qui a le pied sur la bûche qui a été prise par Capelier. L'attention, vous l'imaginez, elle est à son comble. Capelier a pris cette bûche pour enfoncer une porte avant de se diriger vers la chambre à coucher où le père Dufay dort à point fermé. Dufay, lui, est en effet au fond de son lit, mais il ne dort pas. Il est même loin de dormir tant il a peur. Soudain, un coup de pistolet se fait entendre. Ce coup de pistolet a été tiré par le lieutenant qui saute sur Capelier pour l'arrêter. Tous les gendarmes sortent également de leur cachette et c'est une grosse bagarre qui commence chez le vieux monsieur.
La louve, elle a le temps de prendre ses jambes à son cou et elle s'enfuit direction le fond du jardin. Elle arrive même à grimper sur le mur, pourtant 2,5 mètres de hauteur. Mais un gendarme l'a vu détalonner et il lui court après et il parvient au dernier moment à lui mettre un grand coup de sabre. Mais ça ne suffit pas. La louve a eu le temps d'enjamber le mur et elle part en courant. Elle saigne, mais elle arrive à courir. Capelier et un autre brigand sont eux grièvement blessés, mais ils sont bel et bien arrêtés par la police. Alors tout ça, ça a fait un grand vacarme. Un vacarme qui a réveillé quasiment tout le village. Et d'ailleurs, le lendemain matin, le village est envahi par une foule de gens qui veut voir les brigands. On veut être sûr qu'ils ont bel et bien été capturés, arrêtés par la police. Vidocq est là, lui, et il parade dans les rues du village. Faut dire que c'est son triomphe à lui, hein. Alors il se balade fièrement. Et d'ailleurs, pour l'occasion, il est très très bien habillé, puisqu'il a sur sa tête un chapeau haut de forme à large bord, et aux pieds, il arbore de belles bottes. Capelier va mourir, lui, quelques jours plus tard de ses blessures. Et en ce qui concerne la louve, elle va être arrêtée et condamnée à mort. Vidocq repartira, lui, pour de nouvelles enquêtes. Voilà pour cette petite histoire avec Vidocq et les brigands noirs. Merci à toutes et tous d'avoir suivi cette petite histoire. Je vous rappelle qu'on est dispo sur Castbox, mais aussi sur l'ensemble des plateformes de podcast. Et puis on vous attend sur Spotify, histoire de venir commenter ce nouvel épisode de La Petite Histoire. La Fabrique Audio présente La Petite Histoire. Vous souhaitez devenir sponsor de ce podcast ? Contact @lafabriqueaudio.com. Avant de se quitter, je vous rappelle que La Petite Histoire est un podcast de La Fabrique Audio. La Fabrique Audio réalise des podcasts de marque et d'entreprise. Donc si vous cherchez pour vous, pour votre entreprise, pour votre marque, un studio pour faire des podcasts, n'hésitez plus, envoyez-nous un mail, contact@lafabriqueaudio.com, la fabrique avec un K.